Allez, c'est parti. Donc, on va démarrer notre séance d'aujourd'hui. L'idée que j'ai, l'objectif que j'ai pour aujourd'hui, qui est un petit peu ambitieux, mais en règle générale, j'arrive à peu près à le tenir, c'est qu'avant midi, on va balayer rapidement les principales lois de la thermodynamique. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire le pont entre ce que vous avez potentiellement vu ou pas, d'ailleurs, en physique de base, et puis les lois fondamentales sur lesquelles ensuite on va construire tous nos raisonnements. Évidemment, par la suite, quand j'expliquerai comment fonctionne un moteur à combustion interne, comment fonctionne une turbine, un compresseur ou je ne sais quoi, je ne reviendrai pas là-dessus. Toutes les bases auront déjà été présentées. Qu'est-ce que je vais balayer du coup aujourd'hui au niveau du contenu? Évidemment, on va commencer par, dans l'ordre, le premier principe. Alors, ceux qui ont fait un peu de thermo, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on commence pas avec le principe zéro? Bah oui, parce qu'il y a un principe zéro. C'est un petit peu bizarre. Je le ferai après. Donc, je vais commencer déjà avec le premier principe. On va reprendre un petit peu tout depuis le début, les notions de travail, pression, ce genre de choses. Un petit peu chaleur. La chaleur, je vais surtout l'aborder quand on va aborder le second principe. Donc, il y aura évidemment un gros morceau qui va traiter de l'entropie, parce que ça, c'est toujours un petit peu compliqué, mais vous inquiétez pas, ça ira très bien. Et ensuite, je terminerai en gros avec la notion de température pour vous expliquer un petit peu ce qu'il faut retenir de cette notion de température. Donc là encore, ça ne sera pas du très pratique, ça sera un peu du fondamental, mais c'est quand même important d'avoir ça en tête quand on réfléchit dans l'ordre dans lequel on construit les différents paramètres. Donc, je vais commencer par un truc ultra basique. Très très simple. Donc je ne vais pas détailler la citation, je la trouve un peu marquante, intéressante, mais vous prendrez le temps de la lire plus tard, c'est pas un problème. On va partir d'un fait extrêmement fondamental qui nous paraît absolument évident mais qui n'a pas été pendant très longtemps. C'est le fait que la matière soit composée d'atomes. D'accord. Donc fondamentalement, si vous prenez un morceau de matière et que vous le coupez, vous prenez un morceau, n'importe quel morceau de matière, vous le coupez, vous imaginez que vous avez un couteau extrêmement fin, extrêmement performant, à un moment donné, vous ne pourrez plus couper. Vous allez vous retrouver sur une partie, sur des grains qu'on va considérer comme insécables, donc on ne pourra pas les couper. Et du coup, ce insécable, c'est ce qui a donné en fait en grec la racine atome. Donc les atomes, normalement, c'était des trucs qui étaient insécables. L'hypothèse atomique, elle est connue depuis très longtemps, hein, c'était un débat philosophique, je ne vais pas rentrer dedans, mais ça fait des siècles que ça traîne. Par contre, paradoxalement, la preuve expérimentale définitive, elle n'est pas si ancienne que ça. C'est au début du XXe siècle à peu près qu'il y a eu des expériences qui ont vraiment montré que les atomes existaient. Et on verra que ça peut avoir des conséquences quand on explique la thermodynamique, parce qu'il faut bien comprendre que tous les phénomènes physiques qu'on va voir par la suite, et qui sont à la base du fonctionnement de toutes les machines qu'on va étudier, ils sont basés sur l'hypothèse que la matière est faite d'atomes. Et si vous n'avez pas compris que la matière est faite d'atomes, vous ne pouvez pas comprendre comment les choses fonctionnent. Et il faut bien s'imaginer que la thermodynamique, elle a été essentiellement développée pendant le 19e siècle, pendant un siècle entier où les gens n'étaient pas d'accord sur le fait qu'il y ait des atomes ou pas. Et du coup, tout a été développé comme s'il n'y avait pas nécessairement cette notion d'atome. Alors qu'en fait, tout repose là-dessus. Et c'est une raison, de mon point de vue, c'est une des raisons pour lesquelles parfois c'est difficile d'expliquer la thermodynamique. C'est parce qu'on l'explique très souvent, un petit peu par fainéantise, on reprend ce qui a été fait avant. Et du coup, ce qui a été fait avant, on reprend ce qui a encore été fait avant. On remonte au 19e siècle, à une époque où il n'y avait pas les atomes. Où on n'était pas sûr en tout cas qu'ils existaient. Parce qu'ils ont toujours existé. Par contre, du coup, quand on explique la thermo avec les atomes, vous verrez que normalement c'est quand même un peu plus simple. En tout cas, on va essayer de partir là-dessus parce que c'est quelque chose de plus simple et de beaucoup plus naturel. Partons de l'hypothèse que c'est quelque chose de naturel, que vous avez tous vu à l'école et vous savez à peu près comment est-ce que ça fonctionne. Donc en gros, vous avez chaque quantité macroscopique, donc là je commence à introduire du vocabulaire. Quand on dit que c'est macroscopique, c'est qu'on peut le voir. Tout ce que vous pouvez voir à l'œil, c'est macroscopique. D'accord. Nous, tout ce qu'on va considérer dans un cours de thermodynamique, c'est macroscopique. On ne fera pas de microscopique. On en parlera un peu, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on verra directement. D'accord. Et du coup, dans toute quantité macroscopique de matière, même si vous imaginez que vous avez un tout petit volume, eh bien, à l'intérieur, il y a un très, 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 très grand nombre de particules qui sont toutes en mouvement les unes par rapport aux autres. Donc je vous montrerai quelques exemples rapides de mouvements. Donc on verra que dans les gaz, les mouvements sont un petit peu différents de ce qui se passe dans un liquide ou dans un solide. Mais en tout cas, elles sont toutes en mouvement. Et en fait, toute quantité macroscopique de matière est composée de cette façon-là. Alors cette question-là, elle peut vous paraître un petit peu basique, bébête ou sans intérêt. Je vous assure qu'elle ne l'est pas, parce que c'est cette multitude de particules, multitude au sens inconnaissable, au sens on ne peut pas arriver à tout comprendre, enfin à tout suivre, à tout modéliser, je reviendrai un petit peu là-dessus, c'est cette multitude-là qui fait toute la base, toutes les lois sous-jacentes de la thermodynamique. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas cette multitude de particules, les choses se passeraient évidemment de façon très différente. Et en fait, la thermodynamique, elle est née en partie de ça. Elle est née du fait que vous avez tellement de particules présentes que vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de les traiter de façon globale. Voilà. Donc je reviendrai un petit peu dessus, c'est un petit peu la racine du truc. Le deuxième concept fondamental après celui de matière, évidemment, c'est celui d'énergie. Donc là, je vais prendre quelques minutes pour revenir dessus, pour le redéfinir de façon simple, encore une fois sur la base d'une citation que vous prendrez le temps de lire si ça vous intéresse, mais en gros, je vais vous résumer un petit peu l'idée.
L'idée, c'est de dire que l'énergie, c'est un truc, et je n'exagère pas quand je dis que c'est un truc, c'est une combinaison, c'est une formule, voilà, c'est une valeur numérique. On pourrait revenir dessus, mais qui n'a pas plus de sens physique que ça. C'est une valeur numérique qu'on associe à un phénomène physique donné. Donc en gros, vous avez un phénomène qui se passe, quel qu'il soit. Autour de ce phénomène, vous allez délimiter une espèce de zone, une espèce de bocal, à l'intérieur duquel vous supposez que votre phénomène est isolé. Donc en gros, n'importe quel type de phénomène, vous dessinez un volume autour de lui et vous dites tout ce qui est en dehors de ce volume-là n'influence pas ce qu'il y a dans le système ou le phénomène que j'étudie. D'accord? Et tout ce qui peut influencer ce phénomène-là ou ce système que vous étudiez, c'est ce qu'on appelle l'univers. D'accord? Alors attention, l'univers en thermodynamique, c'est pas l'univers en science-fiction, l'univers. Non, c'est pas celui-là. Des fois, c'est un truc tout bête, c'est un truc extrêmement triste et prosaïque. Vous avez un microsystème, par exemple, que vous étudiez, ou même un système de taille à peu près réduite. Donc vous verrez par exemple quand vous ferez le TP sur le compresseur, l'univers qui correspond au compresseur du pôle énergétique de l'ECAM Lyon, vous allez voir, c'est pas un truc, c'est pas de vaisseau spatial, c'est juste la grande salle, c'est-à-dire tout ce qui peut influencer sur ce compresseur-là est considéré comme son univers, c'est-à-dire la quantité de matière à l'extérieur avec laquelle il peut interagir. Par contre, s'il se passe un truc à l'autre bout du monde, ou même s'il se passe un truc à Saint-Étienne, honnêtement, le compresseur, il s'en fout. Donc ça ne fait pas partie de son univers. D'accord? Donc l'univers au sens thermodynamique, il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est ce qui correspond à l'environnement relativement proche sur lequel, qui peut avoir une influence sur le système que vous étudiez. D'accord? Et une fois que vous avez défini cet univers, eh bien ce qui se passe, c'est que on peut démontrer, alors je ne reviendrai pas sur les détails, je pourrais donner quelques infos supplémentaires à ceux que ça intéresse, on peut démontrer qu'il existe nécessairement dans un univers comme celui-là, une combinaison algébrique des paramètres qui décrivent votre système, ces paramètres pouvant bouger, hein, ils peuvent changer, vous avez des vitesses, vous avez des températures, des tas de trucs comme ça qui changent. Il existe toujours un moyen de combiner ces différentes grandeurs pour que ça vous donne un nombre qui reste constant. D'accord? Donc vous avez un nombre au début, donc vous avez une configuration au début, vous calculez l'énergie, donc cette fameuse combinaison avec la formule qu'on vous donne, vous avez un nombre, et puis vous laissez le phénomène se dérouler, et vous savez qu'il y a toujours un moyen pour calculer cette énergie-là, de telle manière que le nombre que vous avez à la fin est le même que le nombre que vous avez au début. C'est ça l'énergie. C'est juste ça, c'est pas plus que ça. C'est juste un chiffre qui se conserve. Et ce chiffre, alors je reviendrai un petit peu dessus, on lui a donné une unité parce qu'il fallait bien une unité physique qui s'appelle le joule, mais alors après on verra qu'on peut le quantifier en termes de travail, là il peut y avoir une traduction physique, mais fondamentalement la traduction physique de l'énergie, c'est juste de se conserver, c'est pas plus. Donc c'est un truc, c'est une combinaison, on assemble, on fait des petits calculs, je vous montrerai comment est-ce qu'on obtient ces formules-là, et ça nous donne un chiffre, et ce chiffre-là, il est le même au début et à la fin. C'est juste ça. D'accord? Et c'est un petit peu ce que dit cette citation, cette définition de Poincaré. On ne peut pas en trouver une définition générale, c'est-à-dire qu'on verra que à chaque cas particulier, il faut trouver une nouvelle formule qui fasse que ça reste constant. On l'applique par contre à l'univers, donc ça veut dire que si vous voulez arriver à conserver cette valeur-là, il faut toujours le définir à l'intérieur d'un certain volume qui, quelque part, vous abstrait des influences extérieures. Et là, vous pouvez évidemment considérer qu'il est constant. En gros, ça veut dire que si vous faites votre bilan sur une machine ou sur votre système et que vous avez oublié qu'à un moment donné, vous avez un effet extérieur qui vient dessus, il se peut que votre bilan soit pas bon. Quand vous faites votre bilan d'énergie, vous n'allez pas tomber juste. C'est pas parce que vous avez perdu ou créé l'énergie à partir de rien. Ça, par définition, vous ne pouvez pas. C'est pas défini comme ça. C'est juste que vous avez oublié de noter un truc. Un petit exemple pour illustrer tout ça, qui est un exemple ultra basique, mais qui normalement illustre plutôt bien les choses. Vous avez tous vu, quand vous faisiez vos cours de physique, la formule qui se trouve là en bas, là, hein, celle-ci là, énergie cinétique plus énergie potentielle égale à constante. Ça, en gros, bouquin de mécanique, chapitre 1, page 2. Voilà, vous l'avez ça. Et puis peut-être que vous vous êtes posé la question de savoir, mais d'où ça vient ces formules? Parce qu'on connaît la formule de l'énergie cinétique, hein, voilà, c'est le 1,5 de MV2, il est ici. On connaît la formule de l'énergie potentielle, c'est là, super. Et on peut se poser la question de savoir, mais ça vient d'où ce machin? Enfin, je sais pas, moi je m'étais posé la question. Je suis peut-être un naturel curieux, mais je m'étais posé la question. Peut-être que vous vous êtes posé la question. Et bien moi je vais vous répondre aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, que ça vous empêchez de dormir, maintenant vous allez le savoir. Cette énergie cinétique, en fait, elle est juste définie comme étant la formule qui permet que quelque chose se conserve. D'accord? Donc vous imaginez, je reprends mon expérience. Vous avez votre masque à une certaine hauteur initiale Z0. Je ne fais pas la manip ici dans mon bureau parce qu'après il y aura de la casse et tout, ça va être le bazar. Vous imaginez, donc vous avez une certaine masse, et puis vous lâchez ce solide-là, et ce solide va se mettre à tomber. Donc automatiquement, il va partir d'une certaine hauteur, sa hauteur va diminuer, et au fur et à mesure que sa hauteur diminue, sa vitesse va augmenter. Donc là, vous avez des paramètres déjà qui changent. D'accord? On va supposer que la masse pour l'instant ne change pas. Par contre, la hauteur diminue et la vitesse augmente.
D'accord? Donc ces paramètres-là changent. Et puis on peut se dire, en imaginant dans un premier temps que ce soit dans le vide, je reviendrai quelques secondes sur le cas dans l'air, qu'est-ce qui se passe dans le vide? Eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous voulez définir quelque chose qui soit constant, il faut que ce soit une règle qui combine la masse, bon, ça on peut montrer à quoi ça correspond, mais surtout qui combine la hauteur et qui combine la vitesse de telle manière que à tout instant vous faites la somme, vous avez toujours une valeur qui est égale à zéro, qui est égale à une constante, pardon. Cette variation-là, cette grandeur-là ne varie pas en fonction du temps. Et comment est-ce que vous faites pour obtenir cette grandeur-là? Eh bien, en fait, ça s'est fait de façon expérimentale. Ça a pris très très longtemps. Il y a des tas de gens qui se sont impliqués dessus. Il ne faut pas croire que c'est une formule qui sort de nulle part, hein. Initialement, ça vient vraiment de travaux expérimentaux qui, pour certaines personnes, ont duré des décennies. Ils ont fait des manips, ils ont fait tomber des billes sur des points inclinés, ils ont lâché des trucs dans du plâtre, enfin pour des manips, des trucs de dingue pour arriver à comprendre comment ce machin-là fonctionnait. Ils se sont rendus compte très rapidement que la vitesse, elle augmentait avec le temps. Ça c'est très très vite. Ça, c'était l'époque de Galilée déjà, ils s'étaient rendu compte de ça. Et en fait, en combinant tout ça, eh bien, ils ont fini par tomber sur une formule qui est celle qu'elle a. Donc en gros, l'énergie cinétique, si vous définissez l'énergie cinétique, pardon, ici, de cette manière-là, et l'énergie potentielle de cette manière-là, alors en faisant l'hypothèse que votre chute a lieu dans le vide, eh bien ce qui se passe, c'est que, en fait, vous avez quelque chose qui est constant. Quand vous avez défini l'énergie comme ça, eh bien, cette énergie, elle est constante. Et si vous vous imaginez que, à la place de mettre un carré, je mets juste V, ou alors, je sais pas, je mets V au cube. Voilà, c'est lundi, il fait moche, j'ai envie de me remonter le moral, je mets V au cube. Eh bien, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que vous n'allez pas avoir la conservation, c'est-à-dire que quand à tout moment vous allez sommer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, vous n'allez pas toujours tomber sur le même chiffre. Et du coup, vous n'allez pas conserver. Donc vous n'allez pas définir l'énergie comme ça. D'accord? Et du coup, l'énergie, elle est définie explicitement de cette manière-là. On la définit comme étant quelque chose qui est constant. Donc là, on part avec une manip. Donc ça, c'est une manip toute bête. Je vous montrerai rapidement comment est-ce qu'on fait après avec d'autres, comment est-ce qu'on étend à d'autres phénomènes un petit peu plus larges. Qu'est-ce qui se passe dans l'air maintenant? Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand votre solide ici, il va tomber, au bout d'un moment, il va mettre en mouvement l'air qui est autour de lui. Donc, je mets en face de la caméra, voilà. Donc, vous avez déjà fait le cours de mécanique des fluides, ou ça devrait pas tarder. Non, je crois que c'est déjà fait, c'était au semestre précédent. Donc, du coup, quand ça tombe dans l'air, bah, vous mettez en mouvement l'air autour. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie de cette énergie qui est portée par le solide qui va servir à mettre en mouvement l'air qui est autour. Et en fait, vous allez transformer une partie de cette énergie cinétique, parce qu'elle est due au mouvement de l'objet, en énergie cinétique du fluide. D'accord? Et cette énergie cinétique, ensuite, elle va se dissiper. Et puis, on dit généralement que ça part en chaleur. Attention, c'est un peu rapide, ça, comme traduction. Ça part en chaleur, ça, c'est vraiment tout à la fin. Au début, vous allez surtout créer un mouvement d'air, donc à la proximité de la trajectoire de chute de l'objet. Et ce mouvement d'air, effectivement, du fait de la viscosité, eh ben, vous allez avoir une dissipation ça va se dissiper en fait par la viscosité. Et à la fin, effectivement, ça va finir en chaleur. D'accord? Et du coup, ça veut dire que vous avez bel et bien votre conservation de l'énergie euh, dans votre système, quel que soit le milieu dans lequel il tombe, que ce soit dans le vide ou dans l'air, à condition que vous définissiez correctement votre univers. D'accord? C'est-à-dire que et je vais terminer avec cet exemple-là juste après, cette expérience-là, si je définis l'univers de manière assez large pour que toute la portion de l'air qui est mise en mouvement par l'objet soit comprise à l'intérieur, alors quand je fais le calcul, eh bien là je peux retomber sur une énergie qui se conserve. Et du coup, je vais avoir une énergie potentielle initiale, je vais avoir l'énergie cinétique. Alors on verra juste après à la fin du process ce qu'on fait. Je laisserai la question ouverte pour voir un petit peu les réponses que vous me proposez. Donc on a une partie de l'énergie qui correspond à l'énergie cinétique de chute. Il y a l'énergie qui correspond à l'énergie cinétique qui est dissipée dans l'air. Et à partir du moment où vous arrivez à quantifier toutes ces énergies-là et que vous les sommez, vous obtenez un chiffre qui est constant, qui normalement doit être égal à l'énergie potentielle que vous aviez au début. Et tout a été défini comme ça. D'accord? Alors, ça, c'est un exemple intéressant aussi, c'est qu'en pratique, si vous voulez arriver à mesurer l'énergie cinétique qui a été transférée à l'air, eh ben alors là, chapeau, hein, si vous y arrivez, vous êtes fort, hein. Donc en règle générale, il y a toujours des flux d'énergie qu'on n'arrive pas à estimer directement. Et ce qu'on fait, c'est que comme on sait qu'à la base, on a construit le concept comme étant conservé, parce que c'est vraiment le truc de base, eh ben, ça veut dire que quand il y a quelque chose qui manque, on fait un gros sac qu'on appelle une perte, on met tout dans la perte et on dit bah ça pas, voilà, ça c'est la perte, ça c'est ce qu'on a perdu. On sait qu'on l'a perdu, on sait qu'on l'a dissipé pour être précis. Par contre, normalement, il était là. Enfin, je veux dire, voilà, il était là, il a été dissipé. On ne peut pas le mesurer directement. Certaines manips, on arrive à le faire. Quand vous avez des dispositifs expérimentaux qui sont très fins, vous arrivez à le faire. En règle générale, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Donc, vous mesurez l'énergie potentielle initiale. Vous avez la masse, vous avez la hauteur. Vous connaissez l'accélération de la gravité. Vous mesurez la vitesse, l'énergie cinétique finale. Celle-là, elle est un peu plus chaude à mesurer quand même, parce qu'il faut mesurer une force pour avoir au niveau de l'impact. Bref, imaginez que vous connaissiez ça. Et bien, la différence que vous avez entre les deux, c'est ce qui va être transféré à l'air. Et du coup, c'est par soustraction que vous l'obtenez. Donc, comment est-ce qu'on fait pour étendre à d'autres formes d'énergie? Et c'est là que ça devient important, parce que là, pour l'instant, j'ai fait que de la mécanique. Donc, j'avais juste du potentiel, du cinétique, etc. Je vous montre juste la première étape. Et ensuite,
On verra comment est-ce qu'on généralise. Donc l'expérience que je vous montre ici, c'est une expérience extrêmement célèbre qui a été développée au milieu du 19e siècle par un type qui s'appelait James Prescott Joule. Et donc du coup, il a mis en place cette manip-là. Et à quoi elle sert cette manip? Alors je vous décris rapidement, je pense que vous la connaissez déjà, mais c'est quand même intéressant de prendre quelques secondes dessus. Vous avez ici une masse qui est accrochée à une poulie. D'accord. Et puis ce qui se passe, c'est que vous avez une règle graduée, et quand vous faites tomber la masse, eh bien, vous pouvez mesurer la différence de hauteur. Masse, hauteur, gravité, tout ça. Voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. On peut déjà commencer à estimer quelle est la variation d'énergie potentielle de cette masse-là. Et puis, cette masse, elle est reliée à une corde, donc via une poulie, hop, qui est reliée ici à une espèce de bobine. En plus, c'était beau, c'était fait en bois et tout. Je crois qu'il y a un musée en Angleterre où on peut encore la voir en vrai, avec une ficelle. Et du coup, cette ficelle, elle était accrochée. Donc, ça, c'est la partie cylindrique, hein, vous voyez, une petite manivelle, avec des battoirs. Donc, en gros, c'est des espèces de trucs qui remuent l'eau. Et ce qui se passe, c'est qu'ils remuaient l'eau et ils mesuraient la température à l'intérieur de l'eau. C'était juste de l'eau, hein. Ils mesuraient la température à l'intérieur de l'eau. Bon. Et alors je reviendrai sur le concept de température plus tard. Donc je vais pas spoiler, je vais rester. Voilà. Il mesurait une augmentation de température. Et il s'est dit tiens, c'est sympa ce truc-là parce que du coup ça peut permettre de faire une équivalence entre ce qui correspond à la variation d'énergie potentielle du système et une variation d'énergie thermique. Pour l'instant je ne rentre pas dans le détail, c'est une énergie thermique. Lui il mesure une augmentation de température. Voilà. Et du coup qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, je définis un univers. Donc là, je ne l'ai pas dessiné, mais vous imaginez, c'était la pièce dans laquelle il bossait, hein. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait, il devait avoir de la place. Bon, il a un univers. Et il suppose que, en dehors de cet univers, il ne peut pas y avoir d'influence sur sa manip. Et ce qu'il voit, c'est que quand il caractérise les paramètres qui changent dans cette manip-là, il a une hauteur, et il sait quelle énergie il va pouvoir associer à cette variation de hauteur, et il a une température. Et il n'y a que ça qui change. Et s'il part du principe que l'énergie est conservée, qu'il y a un truc qui est conservé, eh bien, il faut qu'il trouve une combinaison qui fasse que, au début, quand j'ai la hauteur initiale et la température, et qu'ensuite je passe à la hauteur finale et la température, eh bien, j'ai une combinaison de ces grandeurs-là qui fasse qu'à la fin, je garde la même valeur. C'est comme ça qu'on définit l'énergie. D'accord. Alors historiquement, ça a été beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas revenir dans les détails parce que ça a même été carrément un cauchemar, ça a duré des années. En plus, les manips, la précision des trucs, genre dans ma cuisine, je fais quasiment mieux, j'exagère à peine. Mais si on reconstruit rétrospectivement ça, la démarche, elle est là. Elle est de dire, je définis un univers autour de ma manip, je sais qu'il y a une variation d'énergie, parce que celle-là, je la connais, c'est une variation d'énergie potentielle. Cette variation d'énergie potentielle, elle se traduit sous forme d'augmentation de température, et du coup, j'exprime l'énergie thermique en fonction de la température, comme un truc qui fait que quand je l'égalise avec l'énergie potentielle, j'obtiens quelque chose qui est constant. Voilà, bah, c'est juste ça, en gros. D'accord. Donc ensuite, il a fait le lien, il a vu que c'était lié à la masse d'eau, donc il a dit ok, ben, on va mettre la masse d'eau proportionnelle. Si je vais deux fois plus d'eau, ben, en gros, il avait une variation de température deux fois plus faible. Pas, pas difficile. Tu mets de l'eau, tu mets de l'huile, bah, tu vois que c'est pas la même augmentation de température. Ou bah, il doit y avoir un paramètre qui dépend du fluide alors. Ouais. Donc on va appeler ça une capacité thermique spécifique. Voilà, c'est bon. Et puis en faisant les manips, au niveau de précision qu'il avait, eh ben, il s'est rendu compte que systématiquement, quand il avait une chute d'énergie potentielle, une variation d'énergie potentielle, ça se traduisait par une augmentation de température proportionnelle à la masse de fluide chauffé et à un paramètre qui lui dépend du fluide qui correspond à la capacité thermique massique spécifique. Et du coup, on a défini la calorimétrie, en gros. Et du coup, on a fait une première conversion de l'énergie mécanique potentielle qu'on connaît à l'énergie thermique. D'accord. Je m'arrête là, mais en gros, ensuite, vous imaginez que à la place d'avoir cet agitateur mécanique, vous mettez un fil électrique. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a mis un fil électrique avec une résistance chauffante. Et du coup, il a mesuré l'énergie électrique qui se transformait sous forme d'énergie thermique. Il a dit, oh tiens, ça se mélange, ça se convertit, c'est vachement bien. Et du coup, mécanique, thermique, électrique, à un moment donné, alors pas lui, je crois pas, mais il y a d'autres pimpins qui ont fait le même type de manip avec de la chimie, et du coup chacun avait son petit phénomène, et comme il avait à chaque fois la même référence, et ben en partant de la même base, ils sont tous arrivés à définir de cette façon-là les différentes énergies. Et c'est pour ça que vous avez l'énergie potentielle MGZ, de l'énergie cinétique 1,5 de MV2, de l'énergie thermique MCP delta T, de l'énergie chimique avec une enthalpie de réaction, de l'énergie électrique avec U fois I fois le temps, etc. etc. D'accord. Et en fait, tout a été construit comme ça. Vous le faites de proche en proche, et au fur et à mesure, ben, comme les manips fonctionnent, elles sont de plus en plus précises, et que vous tombez juste systématiquement, et ben, vous vous dites, il y a un truc qui est constant. Et du coup, eh bien, à partir de là, vous avez défini l'énergie comme étant constante. Plus tard, on a découvert mathématiquement que ouais, il forcément y avoir un truc qui était constant. Mais en attendant, on est parti de façon expérimentale et de proche en proche, comme une espèce de puzzle, eh ben, on a construit toutes les formes, toutes les formules qui permettent de calculer l'énergie. Donc toutes les formules que vous avez déjà utilisées, que vous allez continuer à utiliser, à base de variations de température, à base de variations de pression, de variations de vitesse, de ce que vous voulez, initialement, elles ont toutes été reliées les unes aux autres au travers de ces expériences-là, via un concept fondamental qui est le concept d'énergie, qui doit normalement être conservé.
énergie, j'en termine avec cette partie énergie-là. Comment est-ce qu'on la définit? De façon un peu plus moderne et un petit peu plus peut-être parlante que ce qu'avait fait Poincaré lui-même. C'est juste de dire que lorsque vous étudiez un système, un objet, un processus, un phénomène, ce que vous voulez, il y a toujours la possibilité de définir autour de ce phénomène un volume qu'on appelle univers, au-delà duquel l'espace n'a pas d'influence sur ce que vous étudiez, et à l'intérieur duquel vous pouvez calculer une grandeur qui ne varie pas. Ça s'appelle l'énergie. C'est comme ça que c'est défini. Et c'est juste ça. Donc ça signifie que la conservation de l'énergie, c'est, des fois je le dis de façon un peu sous forme de plaisanterie, mais pas tant que ça, c'est presque une définition sémantique. En fait, on a défini l'énergie comme étant un truc qui est constant. Donc ça signifie que si vous faites une manip, même un truc hyper pointu, et qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne se conserve pas, vous n'avez pas créé l'énergie à partir de rien. Par définition, vous ne pouvez pas, parce que l'énergie, c'est un truc qui se conserve. Alors donnez-lui un autre nom. Voilà, prenez dans une œuvre de science-fiction, il y a plein de noms rigolos je sais pas, la force dans Star Wars, vous faites ce que vous voulez, voilà, vous trouvez un autre nom, mais pas l'énergie. L'énergie, c'est déjà pris, et c'est pris pour un truc qui est constant par définition. Il est défini comme ça. Donc vous pouvez ni le créer, ni le détruire. Et on verra juste après que par contre, on peut le dissiper. Maintenant, corollaire de ça, évidemment, en fonction de la durée pendant laquelle vous étudiez votre phénomène, vous n'avez pas nécessairement conservation de l'énergie. Vous pouvez très bien avoir de l'énergie qui est stockée à un moment donné. Par contre, si vous êtes sur un régime permanent, c'est-à-dire en gros si vous avez égalité entre les quantités d'énergie qui rentrent et les quantités d'énergie qui sortent, alors là, si vous faites le bilan de toutes ces quantités-là, vous devez tomber sur zéro. Par contre, à un instant donné, vous n'avez pas nécessairement conservation de l'énergie. Parce que vous pouvez avoir un système qui va en accumuler, qui va en absorber, qui va en rejeter, et donc à un instant donné, c'est pas toujours valable. Sur une période suffisamment longue, évidemment, c'est valable. Et quand on étudie des systèmes techniques, évidemment, il faut que les cycles de fonctionnement qu'on étudie soient suffisamment longs pour qu'on puisse revenir sur le zéro, parce que sinon, évidemment, le bilan énergétique, il est pas correct. Alors, je passe très rapidement au concept d'énergie interne, dont vous avez probablement déjà tous entendu parler, en tout cas pour ceux qui ont fait de la thermodynamique. On reprend notre petit volume ici de gaz. Alors là, j'ai pris du gaz parce que déjà, c'est plus intéressant, c'est plus facile à comprendre, et puis surtout, la quasi-totalité des applications qu'on va considérer dans la suite, c'est des gaz. Parce que les gaz, ils ont un truc super cool, c'est quand on les chauffe, ils se dilatent. Et du coup, pour pousser des pistons, bah, c'est vachement bien. Essayez de faire un moteur avec du liquide, vous pouvez essayer, hein. Chauffer du liquide, ça va se dilater un peu, vous allez pousser un piston. Niveau rendement, comment dire? Je reprends mon volume de gaz. C'est une quantité macroscopique, donc ça s'appelle une particule fluide, mais une particule fluide au sens mécanique des fluides. D'accord, vous avez déjà eu votre cours de mécanique des fluides, vous savez que dans une particule fluide, c'est quelque chose qui est un élément d'un écoulement plus grand. Par contre, à l'échelle de la matière, c'est une quantité qui est macroscopique. N'oubliez pas, dans 1 mm3 de matière, il y a milliards de molécules. Et bien, dans ce millimètre cube de volume, du coup, vous avez trois formes d'énergie particulières, on va dire. Vous avez l'énergie potentielle macroscopique, d'accord, qui est juste fait du fait que votre volume d'eau il se trouve à une certaine hauteur par rapport au sol, et que quand vous le lâchez, bah, il va tomber, quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez votre énergie cinétique, parce qu'automatiquement, ce volume d'eau, il peut aussi tomber dans le champ de pesanteur. Toutes ces énergies-là sont macroscopiques parce qu'elles sont ramenées à la masse complète de l'objet. D'accord. Et du coup, c'est des énergies qui sont mécaniques. Vous les avez déjà vues en mécanique, vous les avez déjà manipulées. Par contre, il y en a une que vous n'avez pas encore manipulée en mécanique parce que vous n'êtes pas rentré dans les détails. Deux, pour le coup. C'est les énergies cinétiques et potentielles microscopiques. Parce qu'à l'intérieur de ce volume de gaz, vous avez une multitude de particules qui ont toutes des masses et qui se déplacent toutes à des vitesses extrêmement importantes, entre parenthèses, hein, elles se déplacent très vite, sauf qu'elles le font sur des distances très courtes avant de se taper contre la particule d'à côté. Donc du coup, en moyenne, ça fait une espèce de chaos moléculaire, mais il faut bien comprendre que même si elles sont légères, elles se déplacent très rapidement. Eh bien, ces particules-là disposent d'une certaine énergie cinétique puisqu'elles se déplacent. Sauf que cette énergie cinétique, elle existe, elle est valable, même si votre volume de gaz ou votre volume de liquide, il se trouve à l'arrêt dans le champ de pesanteur. Vous imaginez, là, je vais mettre un peu comme ça pour qu'on voit. J'imagine que j'ai mon volume de liquide ou mon volume de gaz, il est dans un champ de pesanteur, il ne bouge pas. Donc ces énergies macroscopiques, a priori, elles ne changent pas. Par contre, du point de vue microscopique, et en imaginant que j'ai un super zoom, je vais regarder au milieu, et ben là, je vais les voir bouger. Donc microscopiquement, il y a encore des échanges d'énergie qui peuvent se faire à l'échelle microscopique entre les particules. Donc ces énergies-là sont des énergies microscopiques. Dans un gaz, c'est quasiment que du cinétique, parce qu'il y a très peu de liens entre les particules. Je reviendrai dessus quand je ferai le cours de compression, je reviendrai rapidement sur l'histoire de loi d'état, donc on discutera de ces lois d'état et vous verrez que pour la loi d'état des gaz parfaits, qui est celle qui va couvrir 99% de nos applications, voire plus, cette loi-là implique qu'il n'y a pas d'interaction à distance entre les molécules. En fait, les molécules n'interagissent que par choc et du coup, c'est que l'énergie cinétique. Donc ça veut dire que dans chaque quantité macroscopique de matière, vous avez une énergie qui est contenue.
d'accord, et qui est indépendante des énergies macroscopiques. Et du coup, je fais le lien avec la mécanique. En mécanique, vous n'avez vu que les deux premières. Donc vous avez vu ici, dans mon équation, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Vous n'avez pas vu l'énergie interne. Parce qu'en mécanique, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur de la matière. On s'intéresse juste à ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des forces, des mouvements, des choses comme ça. Sauf que votre quantité de matière, à partir du moment où typiquement son volume va varier, et bien là, cette variation de volume, elle va nécessairement avoir un effet sur ce qui se passe à l'intérieur. Et là, vous êtes obligé de faire intervenir la thermo. Et c'est là que les choses commencent à se gâter. D'accord. Tant que vous restez sur de la mécanique, tant que vous ne rentrez pas dans le détail de ce qui se passe à l'intérieur de la matière, en gros, la mécanique va très bien. Par contre, à partir du moment où vient un processus quelconque, qui peut être la combustion d'un mélange réactif dans une chambre de combustion, qui peut être la compression dans un piston, qui peut être un changement de phase dans un réfrigérateur ou ce genre de choses, à partir du moment où vous attaquez à la structure de la matière, ça n'est plus qu'une histoire, ça n'est plus seulement une histoire d'énergie potentielle et d'énergie cinétique macroscopique, c'est aussi une histoire d'énergie interne. Et là, il faut rentrer dedans, et c'est là on intervient en thermodynamique. C'est là qu'on fait apparaître la thermodynamique. En fait, la thermodynamique et la mécanique, la distinction, elle est vraiment là. Elle est sur est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur ou pas. Je continue. Qu'est-ce qui se passe dans un solide? Alors un solide, alors là j'ai représenté un solide cristallin. Je suis matériau, je suis pas très très bon dans ce domaine-là. Mais en gros, vous imaginez que vous avez un réseau maillé avec des différents atomes ou molécules qui sont attachées les unes aux autres. Et ce qui se passe dans un solide, par contre, c'est que ces molécules-là vont être très fortement attachées les unes aux autres. Donc il va y avoir énormément d'énergie potentielle. Très peu d'énergie cinétique, d'ailleurs, moins. Et du coup, votre énergie interne, ça va être à la fois du cinétique et du potentiel. Donc ça ne sera pas exactement la même énergie que celle que vous avez dans un gaz. Par contre, il y a toujours cette énergie interne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez arriver à comprimer votre solide, comme ce que vous avez fait en résistance des matériaux, il faut fournir une certaine force, il faut fournir une certaine énergie, c'est pas gratos. Vous allez quand même lutter contre l'énergie interne. C'est juste que l'énergie interne, elle n'est pas exactement de la même nature que dans un gaz. Je reprends mon volume de gaz. Imaginons maintenant que donc je rappelle, dans un volume de gaz, l'énergie interne, ça n'est que l'énergie cinétique des molécules qui composent le gaz. Qu'est-ce que je peux faire pour faire varier cette énergie cinétique des molécules? Eh bien, imaginez que vos molécules de gaz, ça soit des balles de tennis. Comment est-ce que vous pouvez, ou des balles de ping-pong, hein, ça je vous laisse choisir, ça n'a pas d'importance. Comment est-ce que vous pouvez arriver à changer l'énergie cinétique d'une balle, voilà, une balle quelconque qui arrive dessus? Comment est-ce que vous changez? Eh bien, si, point de vue presque caricatural, qu'est-ce qui se passe au tennis? Où on vous envoie la balle, la personne qui est en face de vous, le joueur qui est contre vous, il est juste au fond du couloir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez frapper croisé, vous allez mettre de l'autre côté. Donc là, vous avez besoin d'accélérer. Vous avez besoin d'apporter de l'énergie cinétique, d'augmenter l'énergie cinétique, pardon, de votre balle. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui apporter de la quantité de mouvement. Donc là, c'est le vrai cours de mécanique, hein. On est dans le cours de mécanique. Si vous voulez augmenter l'énergie cinétique de votre balle, vous devez lui apporter de la quantité de mouvement. Réciproquement, le type est en fond de cours, il frappe fort. Ce que vous allez faire, si vous êtes un bon joueur, vous allez amortir. Donc en gros, vous allez absorber de la quantité de mouvement parce que le but du jeu, ça va être de ralentir la balle pour qu'elle tombe juste derrière le filet. Je pense que même ceux qui ne sont pas fans de tennis, vous avez compris à peu près de quoi je parle. Et du coup, si vous amortissez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez voler de la quantité de mouvement. Alors là, la caméra, pour le coup, je suis un peu. Voilà, j'ai pas énormément de place, puis j'ai pas de raquette de tennis, mais enfin, vous imaginez, je vais quand même le faire. J'ai pas prévu d'amener une balle, c'est pas très malin ce que j'ai fait là, c'est pas grave. Donc vous imaginez que vous avez une balle qui arrive ici. À partir du moment où, quand ça arrive, vous allez reculer votre raquette, vous allez voler de la quantité de mouvement à votre balle et vous allez diminuer son énergie cinétique. D'accord? Donc cette balle, ce mouvement, cet objet qui est en mouvement, si vous voulez arriver à changer son énergie cinétique, il faut soit lui apporter de la quantité de mouvement pour augmenter son énergie cinétique, soit lui en voler pour diminuer son énergie cinétique. Eh bien, c'est exactement la même chose avec vos milliards de molécules. Donc vous imaginez que vous avez un volume dans lequel vous avez un très grand nombre de molécules. Si à un moment donné, vous avez un mur qui bouge, qui s'affaisse comme ça, qui diminue le volume, eh bien cette diminution de volume, c'est comme une gigantesque raquette qui avance et qui frappe en même temps des milliards et des milliards de particules, mais la physique est exactement la même. Vous allez apporter de la quantité de mouvement à ces molécules, ça va augmenter l'énergie cinétique des molécules qui sont en contact avec ça, qui vont rebondir sur la paroi. Alors elles-mêmes, elles vont aller choquer contre les autres, vous allez avoir plein de collisions, du coup ça va se diffuser. Et en moyenne, vous allez augmenter l'énergie cinétique du gaz à l'intérieur du volume. Et donc vous avez augmenté l'énergie interne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le travail. Qu'est-ce que c'est que le travail? Eh bien, vous imaginez que vous avez un volume à l'intérieur duquel vous avez du gaz. Vous allez diminuer ce volume. Donc, qu'est-ce que ça veut dire diminuer ce volume? C'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a une paroi qui va bouger. Alors, on verra, nous, ça sera souvent des pistons, hein, parce que c'est quand même plus pratique que l'espèce de ballon de baudruche. Là, c'est quand même pas très pratique. On a le piston, il bouge. Donc, à partir du moment où le piston, il fait que le volume diminue, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les particules qui sont au contact du piston, elles vont se retrouver poussées plus vite. D'accord? Comme quand vous frappez une balle de tennis, leur énergie cinétique va augmenter, vous allez augmenter l'énergie interne. Et on verra un peu plus tard que cette énergie interne, en fait, elle est liée au concept de température. Donc c'est la raison pour laquelle la première façon de changer l'énergie interne de votre gaz, c'est de lui échanger du travail via typiquement un piston.
Réciproquement, si vous avez un gaz qui a une pression suffisamment importante, donc la pression, je rappelle, c'est la force qui est appliquée sur les parois, hein, et que vous laissez votre volume se dilater, comme ça, eh bien, si vous laissez le volume se dilater, ce qui se passe, c'est que ça veut dire que votre gaz, il va céder de l'énergie interne, parce que ça veut dire qu'en échange du fait que vous avez cédé de la quantité de mouvement, bah, il va baisser un peu son énergie cinétique, forcément, parce que l'énergie se conserve. Et du coup, vous allez pousser le piston, vous allez faire ce qu'on appelle une détente. D'accord. Et cette détente va permettre de produire du travail. Et du point de vue macroscopique, bah là, vous allez voir typiquement un piston qui bouge. D'accord. Donc là, vous avez la première phase. Si vous voulez retenir cette histoire de travail énergie interne, c'est essentiellement un problème de déplacement de parois macroscopiques, d'échange de quantité de mouvement, et puis à la fin d'énergie mécanique que vous récupérez. La chaleur maintenant. Alors c'est là qu'on a le deuxième type d'échange, parce qu'il se peut aussi que vous ayez cet échange d'énergie cinétique sans avoir de mouvement macroscopique. Alors qu'est-ce qui se passe? Reprenez, là, si vous regardez un petit peu mon petit schéma là, vous avez un volume de gaz. Donc un volume de gaz, c'est un volume de matière qui est très peu dense. Un gaz, en gros, c'est du vide, hein, j'exagère à peine. Je reviendrai dessus. Quand vous avez de l'air tout autour de nous, chacune des molécules, au niveau de pression et de température dans un air ambiant, chaque molécule d'air se comporte en moyenne j'insiste, comme une balle de ping-pong dans une cabine de douche. Une balle de ping-pong dans une cabine de douche. Autant vous dire qu'il y a de la place. C'est large. D'accord. Donc du coup, c'est un milieu qui est très peu dense. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez facile à comprimer. Parce qu'évidemment, quand tu as une balle de ping-pong dans une cabine de douche, une demi-cabine de douche, la balle de ping-pong, elle s'en sort bien, quoi. Par contre, au fur et à mesure que vous allez diminuer ce volume, quand vous allez atteindre un volume d'1 litre, la balle de ping-pong, elle n'a plus trop de place. Donc là, on commence à être dans des cas de haute pression. Donc c'est un milieu qui est très peu dense. Imaginons que ce milieu très peu dense, maintenant, ils sont en contact avec un milieu beaucoup plus dense, qui est une paroi solide. Donc là, je vous l'ai représenté. Ici, vous avez la paroi. Alors, c'est très schématique, évidemment, hein. J'ai fait un maillage avec des atomes dessus, hein. Moi, je pas... Par contre, ce que je sais, c'est que ces atomes-là, ils bougent autour de leur position d'équilibre. Parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment d'autres degrés de liberté. Ils sont liés les uns aux autres très fortement. Et le seul moyen qu'ils ont pour arriver à voilà, avoir cette énergie interne, eh ben, c'est du fait de cette énergie potentielle très forte, c'est une énergie cinétique de vibration. Donc, ils vibrent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Imaginons par exemple ici que j'ai ma particule ici qui arrive, qui vient frapper la paroi. En frappant la paroi, elle va céder de la quantité de mouvement aux premières couches atomiques de la paroi, qui elles-mêmes vont céder au suivant, etc., etc. Et si elle cède de l'énergie cinétique, eh bien elle va repartir avec si elle cède de la quantité de mouvement, pardon, elle va repartir avec une énergie cinétique plus faible. D'accord. Même chose ici, là je l'ai fait de façon un peu systématique, mais vous voyez toutes les particules, ça c'est des vecteurs vitesse, quand elles rebondissent, elles repartent avec un vecteur vitesse plus faible, donc une énergie cinétique plus faible, donc elles ont cédé de la quantité de mouvement. Et donc globalement là-dessus, la quantité de mouvement, elle est cédée du gaz vers le solide. Sauf qu'on ne voit rien à l'échelle macroscopique, il n'y a pas de mouvement. Et bien ça s'appelle la chaleur. Quand vous avez un échange d'énergie interne entre deux matériaux, même qui sont de nature très différente, et que cet échange d'énergie interne se fait de façon invisible, parce que microscopique uniquement, on appelle ça de la chaleur. D'accord. Donc ça veut dire que quand on veut faire varier l'énergie interne du gaz, eh bien, on a deux façons différentes de le faire. Ou on le fait avec un mouvement macroscopique discernable, avec un piston, avec un ballon de baudruche, que vous voulez. Ça s'appelle du travail, parce qu'en fait on peut récupérer des trucs utiles avec ça. Enfin en tout cas des forces, des mouvements, ce genre de choses. Mais on peut aussi faire varier cette énergie interne dans un sens ou dans l'autre, en échangeant uniquement de façon purement microscopique. Et on appelle ça un échange de chaleur. Donc la chaleur, c'est un échange équivalent. C'est une variation d'énergie interne entre deux milieux matériels macroscopiques, sauf que potentiellement c'est invisible. A priori, vous n'avez pas moyen de le voir. Vous savez juste que ça existe uniquement au niveau moléculaire. Et encore une fois, historiquement, tant qu'on n'était pas sûr que les atomes existent, on ne savait pas ce qu'était la chaleur. D'accord. Et la chaleur, évidemment, dans l'autre sens, si vous imaginez que vous avez une agitation moyenne du solide qui est plus importante que l'agitation moyenne du gaz, eh bien le transfert d'énergie interne, il va se faire du solide vers le gaz, et donc l'échange de chaleur va se faire du solide vers le gaz. Et c'est pour ça, juste après, sans en dévoiler trop, qu'on va définir le concept de température. Ce concept de température, il est lié à une agitation moyenne, parce que c'est cette agitation moyenne qui dicte dans quel sens est-ce qu'on a l'échange de chaleur. On va continuer là-dessus. Du coup, énoncé du premier principe, pour un système fermé, j'insiste dessus, je reviendrai sur les systèmes ouverts au prochain cours. Pour un système fermé, vous n'avez que deux moyens de faire varier l'énergie interne, donc qui est liée à l'énergie qui est contenue à l'intérieur de votre quantité macroscopique de matière. C'est soit via un mouvement macroscopique, donc ça s'appelle du travail, soit via l'absence de mouvement macroscopique, uniquement, on va dire, par vibration. C'est un petit peu rapide, mais en gros, c'est ça. Et là, ça s'appelle de la chaleur. Et ça, c'est valable
Si vous avez du liquide, si vous avez du gaz, si vous avez du solide, si vous avez, je sais pas, du plasma, vous pouvez imaginer tous les états de la matière que vous voulez, ça sera toujours valable, ça sera toujours lié à la quantité d'énergie interne qui est contenue à l'intérieur de ce volume-là. On verra un tout petit peu plus tard, quand on fera tout ce qui est thermochimie et combustion, que en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'aussi vous avez une variation d'énergie interne ici qui est due au changement de composition. C'est ce qui se passe dans une réaction chimique. Et donc c'est pour ça que vous avez la possibilité de pouvoir en récupérer une partie en travail ou en chaleur. Mais pour l'instant, on va considérer que c'est juste ça, et on verra aussi comment est-ce qu'on amende la formule pour qu'elle puisse aussi considérer les systèmes ouverts, et ça nous fera apparaître un petit peu plus tard le concept d'enthalpie. On pourrait évidemment rajouter des raffinements au niveau du travail, parce que typiquement des énergies comme l'énergie électrique, c'est aussi une forme de travail, même si rigoureusement c'est microscopique, donc ça commence à devenir un petit peu compliqué. C'est juste que là, vous avez des charges électriques qui se déplacent dans une direction qui est bien définie, donc a priori, vous avez facilement la possibilité de pouvoir déterminer dans quel sens se fait l'échange, en gros avec un voltmètre, quoi. Et du coup, on considère quand même que ça peut être accessible, et du coup, l'énergie électrique est une forme de travail de la même manière que l'énergie magnétique, etc. Pour la chaleur, l'exemple que je vous ai montré juste avant, c'était ce qu'on appelle de la conduction, parce que vous avez un contact direct entre deux milieux différents. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une quantité de matière qui a une très haute température, du coup ça va s'agiter. Cette agitation des molécules va générer des ondes électromagnétiques qui vont se déplacer potentiellement dans le vide, et ces ondes électromagnétiques vont venir impacter un milieu qui est très très loin, genre du Soleil à la Terre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le Soleil, c'est exactement ce qui se passe. Il va générer un rayonnement électromagnétique. Donc ce rayonnement électromagnétique va venir impacter tout ce qui est en face du Soleil, et heureusement pour nous. Et cette énergie-là va mettre en mouvement en gros, les particules qui nous composent, hein, c'est un peu une des raisons pour lesquelles vous sentez un peu la sensation de chaud quand vous êtes en plein soleil. Fondamentalement, c'est toujours un problème de vibration qui se transmet, sauf que ça se fait de façon radiative. Du coup, si on résume ça, si on pouvait synthétiser avec un exemple tout bête, qui en plus est un exemple extrêmement important parce qu'on va beaucoup travailler avec les problèmes de cylindre-piston, eh bien si je prends un volume de gaz qui est enfermé dans un cylindre-piston, typiquement, il peut avoir deux types d'échanges d'énergie différents qui vont faire varier son énergie interne. Il y a un échange qui correspond à du travail, qui fait qu'en gros, vous avez un piston qui va se déplacer dans un sens ou dans l'autre et qui va échanger de l'énergie, qui va échanger de la quantité de mouvement avec les particules pour augmenter, faire varier de façon générale leur énergie cinétique et donc l'énergie interne de l'ensemble du système. Ou alors, vous avez la possibilité d'échanger de l'énergie aussi uniquement par vibration via un échange qu'on appelle un échange de chaleur. Donc là, je l'ai représenté sur la paroi ici en bas à droite, mais il est bien évident que dans un système réel, même la tête du piston, elle va chauffer, hein. D'accord. Toute la matière qui entoure votre quantité, la quantité de gaz qui vous intéresse, toute cette matière-là, elle est composée d'atomes. Un petit point de formalisation juste pour l'histoire du travail, donc ça peut arriver à s'exprimer assez facilement. Le travail, c'est une variation d'énergie mécanique, et quand on veut faire varier l'énergie mécanique d'un objet, microscopique, macroscopique, ça n'a pas d'importance, qu'il s'agisse d'énergie cinétique ou d'énergie potentielle, on pourra toujours exprimer cet échange-là sous la forme du produit scalaire entre une force et un déplacement. D'accord. Si vous voulez augmenter l'énergie interne, l'énergie, je sais pas moi, l'énergie potentielle d'un objet, alors qu'est-ce que j'ai sur mon bureau qui est pas trop ridicule et qui en relève pas trop sur moi? On va dire la tasse. Voilà. Donc vous imaginez que vous voulez augmenter l'énergie potentielle de votre tasse, vous allez augmenter sa hauteur. Donc vous allez devoir ça fournir une force. La force, ça va être quoi? Ça va être le poids de la tasse fois la différence de hauteur. Ça vous donne une variation d'énergie potentielle. Il y a un petit calcul tout bête qui nous permet de voir que c'est exactement la même chose pour une énergie cinétique. C'est juste qu'on va ralentir, et automatiquement, au moment où on ralentit, bah, il y a une variation, il y a le principe d'inertie qui fait que quelque part on va avoir un échange de quantité de mouvement qui va créer une force, et le déplacement, ça va être la vitesse fois la durée. Dans tous les cas, quand vous avez un échange d'énergie mécanique, ça se traduit sous la forme d'un produit entre une force et un déplacement. Produit scalaire, pourquoi? Parce que ce sont deux grandeurs qui sont vectorielles. Une force et un déplacement sont tous les deux vectoriels. Et du coup, vous ne vous pouvez les multiplier que de façon scalaire. Ce qui explique que si par exemple vous avez une force qui s'applique orthogonalement à une direction de déplacement, vous n'avez pas d'échange d'énergie. Si vous avez, je ne sais pas moi, votre degré de liberté qui est comme ça, et puis qu'au lieu d'appuyer comme ça, vous appuyez comme ça, et qu'il n'y a pas de mouvement possible, vous aurez beau bousser comme des malades, il n'y aura pas de mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'échange d'énergie. Alors au bout d'un moment, vous allez tordre, il va y avoir l'énergie de déformation, là vous allez avoir un mouvement. Mais tant que ça ne bouge pas, vous n'avez pas d'échange d'énergie. Donc c'est pour ça que vous avez nécessairement cette relation vectorielle entre les deux. Donc ça c'est pour l'aspect vectoriel. Pour l'aspect intégral, c'est tout simplement parce qu'au fur et à mesure du chemin qui est suivi par le point d'application de la force, vous pouvez aussi avoir une variation de cet angle-là. Donc je vous montrerai un exemple un petit peu plus tard sur le système Biel-Manivelle, le système Villebrequin que vous avez à l'intérieur d'un moteur à combustion interne. Et bien en fonction de la position du piston dans le cylindre, l'angle du Villebrequin ne sera pas nécessairement le même, et du coup la manière dont vous allez calculer les forces qui s'appliquent sur le Villebrequin ne seront pas les mêmes.
Et ça, c'est un calcul qu'on peut faire dans les moteurs à combustion interne pour déterminer quel est le travail qui est réellement récupéré sur l'arbre moteur. Donc l'intégrale, c'est pas juste pour faire un truc mathématique beau, c'est parce que vraiment, sur le chemin du point d'application de la force, les positions relatives, les directions relatives de la force et du mouvement et du déplacement ne sont pas nécessairement les mêmes. D'accord? On reviendra dessus en application, je ne vais pas m'étendre dessus. Sur le travail des forces de pression maintenant, rapidement aussi, parce que celui-là, on va beaucoup le traiter, évidemment, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fait de pouvoir échanger de l'énergie interne, notamment avec des gaz. Et du coup, à un moment donné, il faudra que les gaz ils poussent sur le piston, ou nous, on pousse sur eux. Enfin, comment est-ce que ça se traduit? Donc là, on prend l'exemple avec un système cylindre-piston tout simple. Ça peut se généraliser à n'importe quelle forme, hein. D'ailleurs, là, c'est vraiment la forme simple. Mais... Donc, si je veux l'expression en imaginant que ce soit collinéaire, voilà, mais en gros, quand vous appliquez une force, de toute façon, sur une surface, la surface, elle va varier, vous êtes toujours même localement, vous avez une direction orthogonale entre le déplacement et le sens d'application de la pression, parce que la pression est une force qui est déterminée orthogonalement par rapport à la surface. Vous vous souvenez, mécanique des fluides, pression, viscosité, tout ça. Quand vous avez une force qui s'applique sur un volume de fluide et que cette force est normale à la surface de contact entre le fluide et la surface en question, ça devient la pression. Donc par définition, un échange comme ça se fait toujours de façon collinéaire. Vous avez toujours le déplacement qui est dans le même sens que l'application de la force. Donc on part depuis ici. Ça, c'est juste un problème de module. Voilà, on multiplie l'un par l'autre, c'est pas un souci. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la force fois la variation de distance. Et la force, on sait que c'est la pression fois la surface. Forcément, c'est comme ça qu'est définie la pression. C'est une force divisée par une surface. Et du coup, quand je multiplie la surface ici par le déplacement, j'ai une variation de volume. Donc à un moment donné, je vais avoir une pression fois une variation de volume qui va être correspondante à un travail. C'est ce qu'on appelle le travail des forces de pression. Alors attention maintenant, pourquoi moins? C'est parce que lorsqu'on fait les calculs, on se met du point de vue du gaz. Ce qui nous intéresse, c'est le point de vue du fluide. D'accord? Le gaz, il est à l'intérieur du cylindre et c'est lui qui subit le travail. Et la convention de signe qui est utilisée en thermodynamique, c'est une convention que j'ai tendance à décrire de façon égoïste, enfin voilà, c'est le mot pour retenir, c'est que ce que vous recevez, vous l'avez en plus, et ce que vous perdez, vous l'avez en moins. C'est comme un compte en banque. Tu comptes en plus ce que tu reçois, tu comptes en moins ce que tu perds. Eh bien, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où votre volume de gaz il va diminuer ici, parce que le piston va s'enfoncer, ça va se traduire par un apport de travail vers le gaz. Et du coup, si vous avez un dV qui est négatif, vous avez le travail qui normalement est reçu positif. Donc on met un moins. Le moins vient de là, tout simplement. Réciproquement, quand vous avez une variation de volume qui est positive, ça veut dire que c'est votre gaz qui produit du travail vers l'extérieur, parce que typiquement il va pousser le piston. Et bien ça, c'est normalement du point de vue du travail, du point de vue du gaz, pardon, c'est du travail perdu. Donc ça devrait être en négatif. Et du coup, on met un moins. Ça vient juste de là. On verra sur les compressions détente, je reviendrai dessus. Je ne vais pas prendre de temps pour ça aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Que évidemment, on va aussi avoir le calcul d'une intégrale, parce que ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va faire varier le volume, la pression elle va changer. Et du coup, on va se retrouver à devoir intégrer sous la courbe. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça très bientôt. On attaque la deuxième partie. Le second principe, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien justement, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à décrire le fait que même si vous avez une conservation de l'énergie dans l'intérieur d'un phénomène, vous avez toujours un sens privilégié pour ces transformations-là. En fait, c'est là d'où ça vient et on verra que ça a un impact absolument essentiel sur les performances des machines thermiques. Donc normalement, à la fin de ce cours-là, vous devriez comprendre pourquoi est-ce qu'un moteur thermique ne peut jamais consommer, ne peut jamais convertir 100% de la chaleur qui l'alimente sous forme de travail. Et ça, c'est déjà pas mal. Je vous propose une expérience de pensée. On va proposer un jeu. Imaginons, je vous demande de jouer de l'argent au hasard. Alors pas de l'argent, un truc moins important. Votre note d'examen par exemple. On va la jouer à un jeu de hasard. Et un jeu de hasard tout bête. On va imaginer que j'ai deux pièces. Alors j'ai beau être prof, je suis honnête, hein. Les pièces sont impeccables, pas trichées, tout, pas biaisées, nickel. J'ai une pièce qui peut tomber sur pile et une pièce qui peut tomber sur face. Et moi ce que je vous demande, c'est de jouer votre note sur le résultat en termes de nombre de piles et de nombre de faces. Je vous explique. Les pièces sont absolument indiscernables l'une de l'autre. Elles sont parfaitement nettoyées, il n'y a aucune marque significative. Ce qui fait que quand je lance la pièce, laquelle est tombée, je ne peux pas les numéroter, elles sont tombées sur la table, je ne sais pas laquelle est laquelle, ça c'est impossible. Tout ce que je peux faire, moi, c'est accéder au nombre de pièces qui sont sur pile et au nombre de pièces qui sont sur face. Et je lance deux pièces. Je les lance et je vous demande de me déterminer combien il va y avoir de piles et combien il va y avoir de faces. Alors vous ne laissez pas nécessairement influencer par ça. C'est juste, voilà. Imaginez, là j'ai représenté les deux possibilités, pile ou face. À votre avis, combien il va y avoir de pièces sur pile et combien il va y avoir de pièces sur face? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait le prof avec ces histoires de pièces là? Je rappelle, mes pièces sont non biaisées, hein. Il n'y a pas de souci, ce qui signifie qu'elles ont chacune une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face. Alors, sur le résultat global, vous êtes à peu près 83% à avoir eu juste. Je voudrais me moquer un peu, je dirais que c'est plus que le pourcentage habituel de réussite pour valider l'UE, mais non, je rigole. C'est vrai, mais je ne vais pas le dire.
Qu'est-ce qui se passe? Chacune de ces pièces a une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face. Ça veut dire que quand vous faites le calcul global, vous avez une chance sur 4 que vous ayez deux piles, une chance sur 4 que vous ayez deux faces, et une chance sur 2 que vous ayez pile et face. Donc si vous connaissez un tout petit peu ces lois de probabilité là, ça veut dire que si vous voulez jouer quelque chose là-dessus, vous ce que vous voulez dire, je n'ai pas accès à ces pièces-là, je sais que c'est équiprobable, c'est une sur deux pour chacune des pièces. Euh, je n'ai pas accès à l'état de chaque pièce parce que ces pièces-là ne sont pas discernables les unes des autres. Le seul chose à laquelle j'ai accès, c'est une information macroscopique, celle qui est vraiment accessible. Et ce qui est accessible, c'est le nombre de piles et de faces. Et c'est complètement aléatoire la façon dont les pièces tombent. Par contre, le résultat, lui, il n'est pas aléatoire. Ou alors, il n'est pas trop. Parce que vous voyez déjà que si vous voulez parier, vous allez plutôt parier sur une sur pile et une surface. En tout cas, pour plus de 80% d'entre vous, normalement, ça fonctionne. D'accord? Alors, imaginons maintenant, j'étends un peu le raisonnement, au lieu d'en avoir deux, j'en ai 10. D'accord? Donc là, je lance 10 pièces. 10 pièces. Je ne relance pas le sondage parce que vous avez compris l'idée, mais effectivement, si chacune ont une chance sur deux de tomber, je rappelle, elles sont toutes aléatoires et elles sont inaccessibles. Vous ne savez pas quelle est la pièce 1, la pièce 2, vous ne savez pas. Vous n'avez pas accès à l'état, ce qu'on appelle l'état microscopique. La seule chose à laquelle vous avez accès, c'est l'état macroscopique. Eh bien, vous allez tous, normalement, voter pour 5 sur pile et 5 sur face. Parce que la probabilité que les 10 tombent sur pile, on peut le calculer, hein, c'est hyper faible. 10 sur face, c'est hyper faible aussi. Donc vous allez probablement avoir 5-5, 6-4, 7-3, ça doit être jouable. 8-2, ça commence. Ouais, mais vous n'allez pas forcément l'avoir très très souvent. Par contre, les 10 sur pile, faites la manip. Hein. Vous risquez de faire un paquet de lancers avant de tomber sur 10 sur pile. D'accord? Ils sont tous aléatoires du point de vue microscopique, c'est-à-dire que chaque pièce a la possibilité de tomber de façon parfaitement aléatoire sur pile ou sur face. Seulement quand on combine ces 10-là et qu'on fait ce qui émerge au final, j'insiste sur ce mot émergent parce qu'il est important, ce qui émerge au final, l'état macroscopique, il est quasiment toujours le même, c'est 5-5. D'accord? Alors maintenant, j'étends encore une fois. Imaginez que vous avez un nombre absolument incroyable de pièces et vous lancez toutes ces pièces-là. Donc ce qui va se passer, c'est que quand vous augmentez le nombre de pièces, eh bien chacune de ces pièces a toujours une chance sur deux de tomber sur pile ou sur face. Par contre, le résultat final en termes de répartition, la moitié sur pile, la moitié sur face, il se rapproche de 50-50. D'accord? Et si on imagine qu'on a autant de pièces qu'il y a autant de pièces qu'il y a de molécules dans un volume, je pense que vous voyez où je veux en venir, dans un volume de matière, eh bien ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, vous êtes obligé d'avoir 50-50. Enfin, c'est hautement improbable d'avoir pas la répartition comme ça. D'accord? Donc pourquoi cet exemple-là? Alors il peut paraître un petit peu ridicule, mais en fait il est assez significatif pour plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'il explique très bien ce qu'est la racine du second principe, c'est-à-dire le fait que même du point de vue microscopique, quand vous avez une multitude d'effets aléatoires qui se combinent les uns avec les autres, qui sont parfaitement aléatoires, quand vous combinez tout ça, il émerge à l'échelle macroscopique quelque chose qui ne l'est pas du tout. D'accord? Le résultat des pièces, c'est pas du tout. Je lance 100 pièces, il y aura 50-50, 49, 51 de temps en temps, mais globalement, vous allez toujours tomber sur à peu près le même état macroscopique. Je rappelle, l'état macroscopique, c'est le nombre de piles et de faces. D'accord? Vous tomberez jamais sur 100 piles. Ça, c'est même pas la peine. Hein. C'est pas la peine de faire la manip. Vous n'obtiendrez jamais 100 tomber sur piles. Donc, à l'échelle microscopique, c'est toujours parfaitement aléatoire, mais ça donne à peu près toujours le même résultat à l'échelle macro. Et la deuxième chose, et c'est ça qui est troublant, c'est que même sans avoir fait des cours très avancés en statistique, vous êtes quasiment tous justes. Vous avez tous compris dans quel sens est-ce que le truc évolue. Et vous verrez que pour d'autres phénomènes physiques qu'on va étudier, bah, il est tout aussi intuitif. Et on sait pertinemment, parce qu'en gros, on a évolué dans un monde où ça évolue comme ça, hein, où les choses bougent comme ça, eh bien, on a l'habitude d'anticiper et de savoir à peu près comment est-ce que les choses elles vont évoluer. D'accord? Vous lancez un œuf, il va se casser sur le sol. Enfin, vous le savez, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études de physique super importantes. Vous n'avez pas besoin, j'ai pas besoin d'être médecin pour savoir que mes cheveux ils repousseront pas. Voilà, c'est comme ça. On sait qu'il y a des évolutions qui sont des évolutions naturelles et c'est quelque chose qui est vraiment instinctif, qui est intuitif. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Je continue sur mon histoire d'entropie. L'état microscopique, je reprends par exemple mon volume de liquide ou mon volume de gaz qui fait 1 mm3, là vous vous souvenez, avec des milliards de particules à l'intérieur. L'état microscopique, c'est l'information sur toutes les particules, c'est l'information complète. D'accord? Ça veut dire que je connais toutes les positions, je connais toutes les vitesses de toutes ces particules. Donc ça veut dire qu'il faut 3n positions dans l'espace et 3n vitesses dans l'espace. Si je reviens à mes histoires de pièces, ça veut dire que chacune des pièces, je dois connaître tous les numéros de pièces et savoir quelle pièce est tombée sur quoi. Par définition, cet état microscopique, il est inaccessible. Alors je l'ai posé comme inaccessible avec les pièces, mais du point de vue physique, il l'est aussi. Et ça, il y a trois raisons particulières.
La première raison qui est absolument fondamentale, que j'ai mis d'ailleurs paradoxalement en numéro 2, c'est une règle de physique qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui fait qu'on ne peut pas localiser avec une précision absolue soit la vitesse, soit la position d'une particule. D'accord? Parce que c'est des objets quantiques et du coup ça se déplace de façon un petit peu bizarre. Nous on ne va jamais rentrer dans ce genre de détails parce qu'on n'en a pas besoin. Si on considère que nos atomes sont des petites billes dures qui s'entrechoquent, on obtient la loi des gaz parfaits. Franchement c'est nickel, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Sauf que fondamentalement, vous ne pourrez jamais, pour une raison absolument incontournable, déterminer avec une précision absolue la vitesse et la position d'une particule de manière absolue, de manière avec la précision vraiment maximum. La deuxième raison, qui est pour le coup la numéro 3, c'est que en fait, les mouvements moléculaires, on appelle ça du chaos moléculaire, pour une raison toute simple, c'est que effectivement c'est un phénomène qui est très chaotique. C'est-à-dire que vous prenez une particule qui va entrechoquer avec une autre, puis avec une autre, puis avec une autre, vous imaginez qu'il y ait 3-4 chocs, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'information sur l'état initial de la particule, au bout de 3 chocs, elle est perdue. C'est-à-dire, en gros, vous avez une particule, vous la faites bouger, mais d'un pouillème, d'une fraction de son diamètre, eh bien, quand elle va entrechoquer avec une autre, puis une autre, au bout de 3 collisions, ça va changer sa trajectoire. Donc, en fait, le chaos moléculaire, c'est quelque chose qui n'a pas de mémoire. C'est perdu. Voilà, il est tellement sensible aux conditions initiales que même si vous pouviez connaître l'état initial avec, à la perfection, donc ça veut dire qu'il faut laisser Heisenberg de côté, hein, peut toujours te gratter. Imaginons dans un autre univers que ce soit possible, et bien même comme ça, ce qui se passerait, c'est que si vous faites le calcul, au bout de 3 collisions, donc en gros 2 nanosecondes, hein, vous avez déjà perdu toute l'info. Vous pouvez faire que des trucs qui sont en moyenne. Voilà. Et puis, dernier argument que j'ai mis en premier, il faudra que je change l'ordre de la liste pour l'année prochaine, c'est tout simplement qu'il y a trop d'informations. En gros, 1 teraoctet, c'est 10 puissance 10. Donc c'est 10 milliards de particules. Alors je parle en chiffres, double précision et tout. Vous voulez faire une simulation de dynamique moléculaire, vous voulez prendre ce qui correspond à... Vous voulez remplir une position hein, à un instant donné. À l'instant 0, je veux juste stocker les positions de 10 puissance 10 particules. Ça me prend 1 teraoctet de données. Et 1 teraoctet de données, j'ai 1 milliardième de mon millimètre cube hein, à un instant donné. Hein. Vous imaginez si vous voulez faire 1 litre, vous avez plus que la capacité de stockage, enfin c'est des milliards de teraoctets, même les serveurs de Google ils ne suivent pas. Donc en pratique, on ne peut pas arriver à faire ça. D'accord? Donc c'est pour ça que l'analogie elle est importante avec les pièces de monnaie. L'état microscopique, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le mesurer. Par contre, on peut faire l'hypothèse qu'il est parfaitement équiprobable, exactement comme mes pièces de monnaie. Qu'est-ce que c'est que l'état macroscopique maintenant? Eh bien maintenant, l'écran macroscopique, c'est celui que vous pouvez mesurer. Donc pour nous, pour les pièces, c'était le nombre de piles, le nombre de faces, ça c'est facile à mesurer. Tu comptes, tu prends un peu de temps, tu arrives à compter. Pour nous, ça va être la pression, la température, le volume, la masse, tous les trucs qu'on arrive à mesurer pour une quantité de matière macroscopique. Et qu'on mesurait même avant qu'on sache que c'était, qu'on soit sûr que c'était fait avec des atomes. Et du coup, ben, vous avez plein d'états microscopiques qui sont parfaitement on va dire complètement équiprobables, et puis vous avez des états macroscopiques qui, eux, ne le sont pas. Et en fait, la seule information, c'est important ce concept d'information, la seule information qu'on a sur le système, c'est l'état macroscopique. On ne peut pas connaître l'état microscopique, comme pour les pièces de monnaie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Eh bien, on peut arriver à quantifier le fait que certaines configurations sont privilégiées par le hasard plus que d'autres en intégrant le concept de multiplicité. Qu'est-ce que c'est que la multiplicité? Eh bien, c'est le nombre d'états microscopiques qui réalisent le même état macroscopique. Donc, dans le cas de mes pièces de monnaie, ça veut dire que c'est le nombre de configurations différentes de mes pièces qui font qu'à la fin, j'ai, par exemple, 50-50. D'accord? Et je compte ce nombre-là. Je vais avoir un certain nombre. Eh bien, si je compte le nombre d'états microscopiques différents, encore une fois complètement indiscernables, qui me génèrent 49, 51, j'en ai beaucoup moins, en fait. Et si je continue, 40, 60, 20, etc. Et en fait, à la fin, ce qui va se passer, c'est que les nombres d'états microscopiques qui fait que vous ayez 100 pièces sur pile, il n'y en a qu'un. Bah oui, il n'y a qu'une seule manière d'avoir 100 pièces sur pile. Elles sont toutes sur pile. Et donc, parmi la multitude de ces états microscopiques, si vous imaginez que vous allez tous les tirer au hasard, même si vous attendez très très longtemps, l'état où il y en a 100 sur pile, ça arrivera quasiment jamais, où il faudra attendre une durée mais incommensurable pour que ça arrive. Pourquoi? Parce que la quasi-totalité de toutes ces configurations microscopiques, elles amènent sur le même état macroscopique, qui est en gros entre, voilà, c'est 50-50, on va dire 45-55 grand max, quoi. Et donc du coup, les états microscopiques sont équiprobables, on fait cette hypothèse-là. Comment est-ce qu'on la justifie? Bah, c'est juste qu'à la fin, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ça tombe nickel. Tu fais la mesure avec l'expérience et là tu te dis, ah ouais la vache, ça marche super bien. Donc pas de raison de changer particulièrement. Et donc qu'est-ce que c'est que sa multiplicité? C'est la probabilité d'obtenir un état macroscopique. Avec une configuration microscopique donnée, ben, vous avez des états qui sont plus probables que d'autres. Et ces états qui sont plus probables, ça correspond à l'évolution naturelle de la matière à l'échelle macroscopique. Donc ben, pour les pièces, c'est 50-50. D'accord? Donc qu'est-ce que dit que le second principe quand on l'exprime de cette façon-là? C'est qu'une quantité de matière qui est isolée, j'insiste là-dessus,
D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait de perturbation par rapport à l'extérieur. C'est pour ça qu'au début, j'avais défini l'univers. Une quantité macroscopique de matière qui est isolée, quelle que soit sa nature, elle va toujours évoluer dans le même sens, dans un seul sens. Et du coup, ça va toujours être dans le même sens. Pourquoi? Parce que l'état, en fait, par toutes les configurations qui sont accessibles depuis le début, il y a une configuration macroscopique qui squatte tous les états microscopiques ou quasiment tous. Donc en fait, la probabilité pour que l'état que vous obteniez à la fin soit pas celui-là, elle est tellement faible qu'elle ne se réalisera jamais. Jamais. D'accord? Donc vous imaginez une pièce avec de l'air. Il y a une probabilité qu'on pourrait peut-être arriver à estimer, mais c'est un peu chaud, qu'à un moment donné, spontanément, toutes les molécules d'air se tachent dans la moitié de la pièce et puis qu'il y a une autre moitié qui sont dans le vide. Physiquement, c'est possible, on peut calculer cette probabilité-là. Sauf que si on fait même avec le calcul de fréquence du changement moléculaire, c'est un nombre de fois la vie de l'univers qui est monstrueux, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Donc c'est pas impossible strictement, c'est tellement hautement improbable qu'on n'a pas de souci à se faire par rapport à ça. D'accord? Donc quel que soit votre système, à partir du moment où il est basé sur l'interaction entre une multitude d'états microscopiques différents, et que vous faites l'hypothèse que ces états sont tous équiprobables, à la fin, vous allez toujours obtenir le même état macroscopique. Pourquoi? Parce que c'est même pas le plus probable. Il prend tout. Voilà. Il est réalisé par quasiment toutes les configurations microscopiques. Donc vous n'avez pas d'autre solution que de passer par là. Alors, d'un point de vue plus pratique maintenant, parce qu'évidemment, il va falloir quantifier ce truc-là, et ces histoires de multiplicité et ces histoires de probabilité, un peu galère à manipuler. Donc, je reprends ma petite expérience ici. Donc, j'imagine que j'ai deux systèmes qui sont en contact les uns avec les autres. Par contre, l'hypothèse de base, c'est que il n'y a pas d'échange de travail, vous n'avez pas d'interaction sous forme de travail, et vous n'avez pas non plus d'échange de chaleur. Donc, c'est bel et bien isolé. Ce qu'on a vu, c'est que s'il n'y a pas de perturbation, l'état du système va forcément évoluer vers un état macroscopique qui est celui qui est réalisé par la quasi-totalité des états microscopiques accessibles. D'accord? C'est ça qui correspond au second principe et donc à l'irréversibilité. Et du coup, si moi je compte cette multiplicité, c'est-à-dire pour un état macroscopique donné, donc j'imagine que mon système 1 et mon système 2, ils sont dans un état macroscopique donné, eh bien en fait chacun de ces états va être réalisé par un certain nombre d'états microscopiques. C'est-à-dire qu'il y a plein d'états microscopiques qui vont en fait donner cet état macroscopique à la fin. Et du coup, si je veux calculer la multiplicité de l'ensemble du système, eh bien en fait c'est le produit des deux multiplicités. Oui, c'est logique, parce que tu imagines que tu as un certain nombre d'états. Pour chacun des états que tu as sur le système 1, le système 2 peut être dans tous ces états. D'accord? Donc imagine, tu en as 10 là et 10 là. Pour 1, 10, 2, 10, 3, 10, etc., etc. Et à la fin, vous multipliez, vous avez 10 fois 10, vous avez 100 possibilités différentes. Là, évidemment, le nombre de multiplicités est beaucoup plus grand que ça. Mais au final, la multiplicité de l'ensemble du système, c'est le produit des multiplicités de chacun. Sauf que ces multiplicités, les produits et tout, déjà, c'est des nombres gigantesques. Enfin, c'est vraiment pas. À utiliser, c'est pas top pratique quand même. C'est pas très pratique. Donc, on préfère utiliser un truc qui est extensif. Ça me permet de parler d'extensivité. Qu'est-ce que c'est qu'un paramètre extensif? C'est un paramètre qui est proportionnel à la taille du système. Donc, en pratique, à la quantité de matière. Nombre de particules, nombre de moles, nombre, comme vous voulez, masse, ce que vous voulez. En tout cas, c'est en gros, vous doublez la taille de votre système, vous allez aussi doubler ce paramètre extensif. Et du coup, qu'est-ce que je fais ici? Eh ben, il suffit juste de prendre un logarithme parce qu'en fait, je veux une fonction qui me transforme un produit en somme. Bon, il n'y a pas besoin d'être un super matheux pour savoir que pour transformer un produit en somme, il faut un logarithme. Bon. Eh ben, du coup, je prends un logarithme, je m'embête pas, je monte dans ma caisse à outils d'outils mathématiques, je prends un logarithme. Et du coup, je vois bien que le logarithme du produit des deux multiplicités me donne la somme des logarithmes. Donc ça veut dire que si au lieu de traiter en multiplicité, je traite en logarithme de la multiplicité, qu'on appelle l'entropie, alors à ce moment-là, l'entropie de l'ensemble, c'est la somme des entropies. Ouais, super, j'ai un truc extensif. Ça, c'est cool. Bon, je continue. Ça, c'est évidemment très raccourci parce que normalement, dans un vrai cours de thermo, il y a 10 heures sur le premier principe, 10 heures sur le second. Non, je rigole. Comment est-ce qu'on a défini ça? Donc, il y a un type qui s'appelait Ludwig Boltzmann qui avait défini l'entropie, lui, avec quelque chose qui était très proche de ça, en disant que l'entropie, c'était proportionnel au logarithme des multiplicités, pas de souci, avec une constante qui a gardé son nom, qui s'appelle la constante de Boltzmann. Bon, je ne vais pas revenir dessus, je vous expliquerai juste après l'origine physique de ce truc-là. Et du coup, à partir du moment où on définit l'entropie de ce truc-là, de cette façon-là, et qu'on sait que le logarithme est une fonction qui est bijective, donc automatiquement, quand la multiplicité augmente, le logarithme va augmenter aussi, pas le choix, et réciproquement. Du coup, ça veut dire qu'on peut définir le second principe en disant, à l'intérieur d'un système isolé, l'entropie qu'on vient de définir comme étant un paramètre extensif proportionnel au logarithme des multiplicités ne peut qu'augmenter et tendre vers un maximum. Et quand ça tend vers un maximum, il ne se passe plus rien. D'accord? Eh bien, l'entropie, c'est juste ça. C'est ce paramètre extensif
que vous avez construit à partir d'un raisonnement sur du microscopique, macroscopique, de telle manière qu'ils décrivent l'évolution du système. Et du coup, quand votre système est isolé, vous laissez faire les choses, vous n'avez pas de questions à vous poser, quoi qu'il arrive, l'entropie va augmenter. Pourquoi? Parce qu'on a défini cette entropie comme étant le truc qui augmente de point de vue, enfin, en fonction bijective de la multiplicité, et donc qui augmente quand le système il tend vers un équilibre, quand il se passe un truc, en gros. Quand l'entropie augmente, il se passe un truc. Quand l'entropie reste la même, il ne se passe plus rien, votre système est à l'équilibre. D'accord? J'insiste sur le fait que ce soit un système isolé. Il est tout à fait possible en pratique de baisser l'entropie d'un système. Il faut juste échanger de l'énergie avec lui. Mais ça, c'est un truc hyper courant, hein. Il n'y a pas de souci apparemment par rapport à ça. Conséquence du second principe. On verra juste après que ça va nous permettre de définir le concept de température. Et ouais, parce que la température, elle vient après. Donc je reviendrai dessus juste derrière ça, mais c'est important. Ça va nous permettre de quantifier les conversions d'énergie. Alors ça, je vous expliquerai juste après pourquoi. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, hein. Arts et métiers, machines, tout le bazar, ça c'est vraiment ce qui va nous intéresser. C'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que le rendement d'un moteur est forcément d'un moteur thermique, donc qui prend de la chaleur pour faire du travail, est forcément inférieur à 100%. Il n'y a pas d'autre solution. De façon un petit peu plus générale, on va dire, l'entropie, c'est le seul paramètre physique dont on dispose qui nous permet de faire clairement la distinction entre le passé et le futur. Ensuite, l'entropie permet aussi de quantifier l'information. Je ne vais pas revenir dessus, par contre, je vous mettrai, j'ai peut-être déjà mis d'ailleurs, il faut que je vérifie sous Moodle, quelques vidéos de vulgarisation qui sont très bien foutues, qui expliquent très très bien ce concept-là. Donc je vais passer plutôt à la suite. La température maintenant. Le principe zéro, pour ceux qui ont fait de la thermo, vous l'avez tous entendu déjà, c'est le fait de dire que quand vous mettez en contact deux solides différents, deux quantités de matière l'une avec l'autre, elles peuvent potentiellement échanger de l'énergie, changer de la chaleur. Voilà, changer de la chaleur. Leur énergie interne va varier, mais à un moment donné, elles vont partager un truc. Donc vous avez peut-être déjà vu un autre exposé qui dit qu'à partir du moment où un corps A est en équilibre thermique avec un corps C, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre les deux, et que le corps C est lui-même en équilibre thermique avec un corps B, alors automatiquement A est en équilibre avec B. C'est pas la définition la plus claire du truc, mais enfin bon. En gros, ce qu'on retient, c'est quand vous mettez deux systèmes, quand vous leur donnez la possibilité d'interagir de manière thermique, c'est-à-dire juste en échangeant de la chaleur, quelle que soit la taille de ces systèmes, quelle que soit la nature de ces systèmes, et que vous attendez suffisamment longtemps, eh bien vous allez vous retrouver avec des systèmes qui vont partager un truc commun, une grandeur commune. D'accord? Et la valeur de cette grandeur-là, ce qui est surtout important, c'est qu'elle ne dépend pas de la taille des systèmes. C'est une grandeur qui est intensive. Elle est indépendante de la quantité de matière qui est impliquée dans les deux systèmes. D'accord? Et cette grandeur-là, on verra juste après que c'est ce qu'on appelle la température. D'accord? C'est vient d'un, si je me trompe, ouais, un mot latin, je crois que c'est un mot latin qui veut dire mélange. Effectivement, la température, c'est aussi une histoire, un petit peu une histoire de mélange. Donc je reprends mon exemple avec mes deux solides. Vous les mettez en contact thermique l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'on sait maintenant des lois de la thermodynamique? On sait que à partir du moment où l'ensemble de ce système-là est isolé, qu'il n'y a pas d'échange de chaleur, qu'il n'y a pas d'échange de travail, un, on conserve l'énergie, deux, on a l'entropie qui tend vers un maximum. C'est les deux seuls trucs qu'on sait. Et en fait, on n'a besoin que de ça. D'accord? Donc comment est-ce que moi je le manipule en bas? Alors là, dans un premier temps, je vais revenir sur l'histoire des multiplicités parce que c'est plus simple, mais je reviendrai là en entropie, je vous verrai, ça va arriver dans 2 minutes. Donc ce que je sais, c'est que le premier principe me dit que la somme des énergies internes de ces deux solides-là, de ces deux quantités de matière-là, elle se conserve, quel que soit ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le système en question n'échange ni travail ni chaleur avec l'extérieur. Et je sais aussi que l'entropie, alors là en l'occurrence la multiplicité de ces deux systèmes-là, que j'exprime sous la forme du produit des multiplicités, tend vers un maximum. C'est-à-dire que collectivement, quand je vais les mettre en contact, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Par contre, je sais que ces deux systèmes-là en contact vont avoir accès à un beaucoup plus grand nombre de configurations microscopiques que ce qu'elles avaient avant, et que de ce plus grand nombre de configurations microscopiques va émerger statistiquement, par la magie du second principe, on pourrait dire un seul état macroscopique. Et cet état macroscopique, il est différent des états, potentiellement, il est différent des états initiaux de chacun des systèmes. D'accord? Du coup, comment est-ce que j'exprime ça? Attention, un peu de max, ça pique un peu. Je sais que la multiplicité, elle, augmente parce qu'en fait, c'est bijectif par rapport à l'entropie. Voilà, c'est juste des maths tout bêtes. À partir du moment où l'entropie tend vers un maximum, la multiplicité tend vers un maximum. Donc ça veut dire que sa variation première, sa dérivée première, elle va forcément être positive. Et comme elle tend vers un maximum, bon là, je vous ramène à vos cours d'analyse de maths d'il y a quelques années, automatiquement, ça veut dire que sa dérivée seconde est négative. D'accord? C'est ce qui va correspondre à une courbe, puis c'est convexe ou concave. Oh la honte, bref, ne le dites pas, hein. Je me souviens plus. Bref, donc ce qui va se passer, c'est que moi, quand je vais vouloir exprimer ce qui se passe, je vais m'intéresser à ce qui se passe à l'équilibre. À l'équilibre, l'entropie, elle tend vers un maximum. Donc la variation d'entropie est nulle. Donc la variation de la multiplicité est nulle aussi. Donc j'exprime cette variation de multiplicité. C'est la variation du produit des deux multiplicités. Ouh, ça c'est des maths, ça commence à péter, hein. Et puis ensuite, je développe ça. Bon, c'est juste une, bah, ouais, une dérivée, quoi. Bon, ça va aller, hein. Est égal à 0.
Si je divise par le produit des deux multiplicités, après un petit calcul tout bête, j'arrive à une première formule qui, comme ça, bon, n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard, hein, bon. Sauf qu'en fait, U' sur U, parce que ça c'est un U' sur U, imaginons qu'on divise par, qu'on dérive par rapport à l'énergie interne, c'est la dérivée de ln de U. Ouh, mais c'est intéressant ça, dis donc. Et du coup, je vois qu'à partir du moment où j'introduis le concept d'entropie, eh bien, je me retrouve avec, à l'équilibre, mes deux systèmes qui partagent un truc. Et ce truc, c'est défini de cette façon-là, dans un premier temps, qu'est la variation d'entropie sur la variation d'énergie interne. Voilà, ce paramètre-là, il est indépendant. Voilà, ils ne sont pas croisés, c'est vraiment l'un par rapport à l'autre. Ils ne dépendent pas de la quantité de matière, du coup. Ils sont vraiment indépendants de ça aussi. Et par contre, quand on met les deux systèmes en contact, ils finissent par partager ce paramètre-là. Et bien là, on est quand même plus que potentiellement, plus que probablement, sur le chemin de la définition de la température. D'accord? Donc là, pareil, même chose, je vais aller relativement vite parce que j'ai pas énormément de temps. Et puis en plus, on arrive à la fin de la séance. Donc là, je pense que vous êtes au bout de votre vie. Vous vous dites, mais c'est pas vrai, il faudra recommencer la semaine prochaine et tout. Courage, ça va le faire. Donc si les énergies internes initiales, donc vous imaginez sur ce graphique, vous avez deux énergies internes initiales ici. Donc vous avez deux systèmes. Potentiellement, ils n'ont pas les mêmes énergies internes, donc ils vont échanger de l'énergie. Voilà, ils vont tendre vers une espèce d'énergie interne moyenne. Sauf que leur entropie cumulée va augmenter parce que le système est isolé et donc automatiquement leur entropie augmente. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils partagent à la fin? C'est un truc qu'on a déjà vu, c'est un ds sur du. Sauf que du point de vue mathématique, sans rentrer dans les détails, si je veux que ce truc-là reste positif, je veux que ce soit sur la température. Ça y est, j'ai trouvé la température, je la veux, c'est celle-là. Et bien si je veux que cette température reste positive en absolu, donc je reparlerai un peu plus tard des échelles de température, on est bien en température absolue, donc on fait démarrer le zéro au zéro absolu, donc c'est toujours une grandeur positive. Ça n'a rien à voir avec les températures en degrés Celsius. Et donc du coup, je suis obligé de définir la température comme ça. Voilà. D'accord? Donc si je définis la température comme ça, eh bien j'ai défini un paramètre qui est positif en toute situation et qui est égal pour deux systèmes quand ils ont fini d'échanger de la chaleur. Eh bien je l'ai ma température. C'est ça la température. C'est juste ça. Alors juste, la formule est un peu moche, on ne va pas manipuler cette formule-là, mais c'est juste pour que vous reteniez que du point de vue physique, on définit d'abord l'énergie, on définit ensuite l'entropie. Et quand on combine les deux, qu'on laisse l'entropie faire son boulot, on obtient la température, qui est égale à partir du moment où les systèmes ont fini par échanger de la chaleur, ou ils n'échangent plus de chaleur, quand ils ont atteint l'équilibre. C'est comme ça qu'on définit l'équilibre thermique. Qu'est-ce que ça importe pour nous? Et c'est là que ça commence à devenir très très pratique, très concret et très pratique. Le sens des échanges de chaleur est défini par la différence de température. Ça, vous l'avez tous entendu. Même ceux qui n'ont pas fait de transfert de chaleur, on vous a tous dit la chaleur, ça va du chaud vers le froid. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi, eh bien, je vais vous répondre, c'est parce qu'on a défini la température de cette manière-là. Mais on aurait très bien pu imaginer une histoire parallèle, une pièce du chronie à la Retour vers le futur, où à un moment donné, on définit la température dans l'autre sens. Et là, on aurait pu définir la température comme quelque chose qui est partagé par deux systèmes lorsqu'ils ont fini d'échanger de la chaleur, mais qui fait que la chaleur, elle va du froid vers le chaud. Et ça n'aurait posé aucun problème, c'était juste un problème de convention. En fait, on s'est mis d'accord sur la convention, sur le fait que la chaleur allait du chaud vers le froid. C'est comme ça que ça a été défini. D'accord? Donc c'est juste une convention. Par contre, ce qu'on retient nous, et ça c'est hyper important, la chaleur ne va que du chaud vers le froid, spontanément. Ça veut dire qu'à partir du moment où on veut échanger de la chaleur, il nous faut deux niveaux de température différents. Il faut qu'on ait deux niveaux de température différents si on veut que la chaleur passe. La chaleur n'obéit pas aux nos ordres. Elle ne nous dit pas, hop, tu vas là. Non, non. Je vais pas, tu me donnes un gradient de température et après je suis. Donc c'est à nous de nous débrouiller pour créer les gradients de température. Et une fois qu'on a gradé les gradients de température, en laissant faire l'entropie, là la chaleur elle se barre dans le gradient décroissant. Et ça, en ingénierie, c'est fondamental parce que tout est basé là-dessus. On a des sources chaudes, on a des caloporteurs, on a des échangeurs, des ailettes, tout ce que vous voulez. On a besoin d'avoir des flux d'énergie, des flux de chaleur qui passent à un endroit donné. Et en fait, eh ben, on doit créer une espèce de pente, mais une pente qui est en température. Au lieu d'avoir de l'eau où on est obligé de créer un dénivelé pour que ça coule, eh ben, on va avoir des systèmes avec de la chaleur. Il faut qu'on crée des dénivelés de température pour que ça s'écoule. Ça ne coule pas vraiment, mais ça se diffuse. Donc ça, c'est super important de retenir ça parce qu'on verra que ça a énormément de conséquences sur le fonctionnement des machines qu'on verra par la suite. D'accord? Conséquence de ça, alors je sais que là je suis en train de dire que c'est super important tout le temps et tout, mais là on atteint vraiment. Si vous avez retenu ça de ce matin, franchement, j'aurais pas perdu ma journée. Conséquence parmi d'autres, imaginez que vous avez un moteur thermique. Donc vous avez un volume de gaz ici, vous allez absorber de la chaleur. Et puis ce qui se passe, c'est que cette absorption de chaleur va créer une variation d'énergie interne. Et puis cette variation d'énergie interne, sans rentrer dans les détails, on la transforme en travail, on fait pousser un piston. Ouais, on a fait un moteur. Super. Sauf qu'à un moment donné, on est obligé de boucler, donc on va créer ce qui se passe avec un cycle. Eh bien, pour que votre chaleur
soit absorbée par votre gaz et qu'elle augmente son énergie interne, vous êtes obligé de mettre votre gaz en contact avec quelque chose de plus chaud que lui. Obligé. D'accord? Vous produisez votre travail, et si vous voulez reboucler ici, vous avez toujours une quantité de chaleur résiduelle que vous allez devoir relâcher, d'accord, pour arriver à revenir sur votre énergie interne. Alors ça vient du fait que l'énergie interne est une fonction d'état. Je reporte ça à plus tard, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Par contre, ça veut dire que si je dois forcément rejeter un peu de chaleur là, ça veut dire que j'ai un niveau de température plus bas. Forcément, sinon je ne boucle pas mon cycle. Et si je ne boucle pas le cycle, je ne fais pas de moteur. Donc un moteur thermique, c'est deux températures. En pratique, ça peut être une température de flamme et la température ambiante, une température d'eau de sortie de réacteur nucléaire et la température de la mer. Voilà, il y a plein de configurations différentes, mais vous avez toujours besoin de deux températures différentes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours une partie de la chaleur qui doit être rejetée dans le milieu à température basse. D'accord? Vous avez toujours besoin de cette quantité de chaleur QF ici si vous voulez que votre machine fonctionne à cause de l'entropie. D'accord? Parce que l'entropie impose, alors c'est plutôt à cause de la différence de température qui est due au second principe, pour que le second principe vous autorise à transférer de la chaleur d'un milieu vers un autre, il faut qu'il y ait une augmentation de l'entropie, et cette augmentation de l'entropie ne peut se faire que si vos deux milieux sont à température initialement différente. Donc vous avez besoin de deux températures différentes. Et du coup, vous ne pourrez jamais convertir 100% d'une énergie thermique en énergie mécanique, c'est impossible, c'est même pas la peine d'y penser, c'est mort. D'accord? Je vous montrerai plus tard comment est-ce qu'on fait pour arriver à quantifier déjà le maximum qu'on peut obtenir et puis comment est-ce qu'on scale par rapport à ce maximum. Qu'est-ce que je retiens de ça? Très rapidement, la thermodynamique, c'est la science qui permet d'étudier le comportement des systèmes macroscopiques dont le comportement global émerge de l'interaction entre une multitude de facteurs à l'échelle micro. D'accord? Donc vous avez une multitude d'atomes qui interagissent et qui, lorsqu'ils ont interagi, font émerger une situation à l'échelle macroscopique qui est celle que vous allez mesurer. Et exactement de la même manière qu'on a pour les pièces de monnaie, vous vous foutez de savoir ce qui se passe à l'échelle microscopique. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est si c'est vraiment aléatoire ou pas. Et à partir du moment où c'est vraiment aléatoire ou pas, eh bien vous avez des raisonnements statistiques qui vous permettent de dire que de toute façon, quel que soit ce qui se passe à l'échelle micro, eh bien à l'échelle macro, vous aurez toujours le même résultat. Et bien c'est exactement la même chose là, sauf que ça se fait avec des atomes au lieu de se faire avec des pièces de monnaie qu'on a piquées à Oncle Picsou. Mais c'est exactement le même truc. Vous avez une multitude d'états microscopiques, vous laissez faire la nature. Vous traduisez ça par le second principe, on a collé un nom sur un phénomène naturel. Hein. Ensuite, pour quantifier ça, pour que ça fasse un peu plus classe, puis qu'on puisse faire des calculs, on a inventé un machin qu'on appelle l'entropie, qui augmente, du coup, pour traduire ça, mais fondamentalement, c'est juste ça. Donc c'est une multitude de particules qui interagissent. Vous vous moquez complètement de la nature de ces particules. Tout ce que vous savez, c'est qu'elles interagissent et qu'à l'échelle émergente, ça vous fait un truc global. Voilà, ça vous fait un phénomène global, qui peut être un échange de travail, un moteur qui tourne, ce genre de truc. Donc qu'est-ce qu'on retient? Donc je vous laisserai évidemment lire parce que là je pense que j'en ai fait suffisamment. À partir de là, évidemment, on peut définir la notion d'équilibre. Donc on verra plus tard, je vous parlerai des histoires d'équilibre, des histoires d'irréversibilité, de ce genre de choses. Sachez tout de même que c'est forcément lié au concept d'entropie. D'accord? La température, c'est défini après l'entropie et l'énergie interne. Ça, c'est absolument fondamental. À partir de ça, on peut définir les échelles de température. Donc je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps d'en parler en cours ou si je vous préparerai une petite vidéo là-dessus ou des documents, mais bon, j'essaierai de vous réexpliquer ce concept de température, parce que là je suis passé très vite dessus parce que je voulais faire le lien avec les autres lois de la thermodynamique, mais c'est un concept qui est assez plus compliqué qu'il en a l'air, un petit peu plus complexe qu'il en a l'air. Et puis évidemment, conséquence directe de ça, la chaleur ne peut aller spontanément que du chaud vers le froid, il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à échanger de la chaleur. Je voudrais terminer sur un truc. Il est midi, mais je vais juste prendre 30 secondes pour rajouter un truc. Un petit conseil, parce que c'est avec l'expérience, je sais que c'est une question qui revient souvent. Ne cherchez pas trop à comprendre ce qu'est l'entropie, en fait. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'il ne faut pas chercher à comprendre, c'est parce que il n'y a pas toujours tant de choses que ça à comprendre. Ce qui est vraiment délicat dans le premier principe, c'est le fait d'accepter que vous ayez une multitude d'états microscopiques qui aboutissent à un état macroscopique unique. Que ce soit un œuf qui se casse, des cheveux qui ne repoussent pas ou de la vinaigrette, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est ce que je disais tout à l'heure, fondamentalement, on le sait ça. On a un truc intuitif parce qu'on a évolué dans un monde qui est dicté par le second principe. Donc notre cerveau, il a été entraîné d'une certaine manière avec l'évolution biologique à anticiper ce genre de phénomène. On sait à peu près comment les choses vont se passer. On sait qu'il y a la mort après la vie, tout ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est juste un paramètre physique qui nous a permis de quantifier cet effet-là. D'accord? Mais vous cassez pas trop la tête sur ce truc-là. Je vais juste terminer sur. Alors il y avait une petite citation derrière que je vais rajouter, voilà, qui vous dit en gros très rapidement que la thermo au début tu comprends rien, donc ça c'est vous, peut-être. Après tu reviens puis tu te dis non mais en fait c'est pas si compliqué, bon, c'est bon, à deux trois détails près c'est pas si compliqué.
Et puis ensuite, la troisième fois que tu reviens, donc quand tu passes vraiment avec du temps là-dessus, tu t'aperçois que tu y comprends rien, mais en fait tu t'en fous un peu. Ça c'est moi. Ça, moi j'en suis à ce stade-là. C'est assez profond ce genre de truc. Et donc ce que je voulais dire avec cette histoire de température, alors je termine, c'est ma dernière citation. Je sais que j'ai bouffé un peu, mais vous inquiétez pas, je ferai un montage et ça sera un petit peu plus compact à la fin. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un mathématicien du XXe siècle qui s'appelait John von Neumann, qui avait dit un jour, les mathématiques, on n'y comprend rien, on ne fait que s'y habituer. Et je pense que ça, c'est une phrase, pour moi, c'est la phrase la plus importante. Voilà, tu as tout résumé là-dedans. Et bien, l'entropie, c'est un peu la même chose. C'est un concept comme ça qui peut paraître très compliqué. Il y a des types qui passent leur vie entière à disserter là-dessus, à écrire des bouquins, à faire des vidéos et tout le bazar. Sauf que j'ai l'impression qu'ils essaient de comprendre un truc alors qu'en fait, il suffit juste de s'y habituer. C'est juste un paramètre qui nous permet de décrire ce qui se passe à l'échelle macroscopique et que globalement, on arrive à peu près à comprendre ou à peu près à anticiper pour la plupart des phénomènes. Donc j'en ai terminé avec ça. J'ai un peu débordé, mais que de 3 minutes, donc je pense que vous m'excuserez le truc. Je vous ai rajouté quelques références, donc voilà, que vous pourrez, si ça vous intéresse, j'en ai quelques-unes, je peux vous les trouver. Voilà, vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de conseils de lecture, parce que vous n'arrivez pas à vous endormir, j'ai ce qu'il vous faut pour vous assommer, vous inquiétez pas. J'arrête là. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Et puis, bah voilà, vous connaissez les modes d'échange, donc n'hésitez pas. Et ben, bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.